Choup, je te présente en 2 mots, mais tu vas le faire de manière un peu plus précise. Donc, toi, tu travailles à la Haute École pédagogique du canton du Valais. Tu t'intéresses beaucoup, je pense, on peut le dire, hein, aux nouvelles technologies dans l'enseignement, bah, de par ton métier, mais je pense que tu as aussi un intérêt personnel quand même pour être aussi passionné. Et puis, bah, je vais te passer la parole tout soudain. Donc, nous, on est les conseillers pédagogiques de proximité de la HESSO Valais, c'est-à-dire Haute École spécialisée de Suisse occidentale en Valais, c'est-à-dire là où le soleil brille toujours, 300 jours de soleil par année, si vous cherchez un endroit magnifique. C'est ici que ça se passe. Donc, Guillaume, je te passe la parole. Je te propose de présenter en 2 mots ton école parce qu'il y a quand même passablement de gens externes. Et puis, ensuite, tu y vas. Première partie, tu nous présentes. Deuxième partie, on coupe l'enregistrement et on passe aux questions-réponses. Ça te convient? Parfait, merci beaucoup pour cette présentation et puis ben, merci aussi simplement pour l'invitation à ce café pédagogique. C'est toujours, je trouve, un bel événement pour pouvoir échanger, comme tu l'as dit, discuter, essayer de chercher ensemble des solutions, des bonnes pratiques. Alors, je me présente brièvement, moi je m'appelle Guillaume Tchoup, je suis chargé d'enseignement à la Haute École pédagogique du Valais, donc nous formons les futurs enseignants pour le cycle 1, le cycle 2, le secondaire 1 et le secondaire 2. Avec Simon, qui est d'ailleurs présent, on enseigne l'éducation numérique. Et puis, je suis aussi en charge du soutien au e-learning. Donc, évidemment que la thématique de l'intelligence artificielle m'intéresse beaucoup et bouleverse aussi une grande partie de ce champ depuis 2022 maintenant. Donc, je m'y intéresse évidemment beaucoup. Et puis, je suis aussi en train de commencer une thèse de doctorat dans ce domaine, justement sur la co-pensée avec l'intelligence artificielle. On évoquera un petit peu cette thématique aujourd'hui au travers de la thématique du mémoire académique et de la rédaction académique en général qu'on peut faire à l'aide de l'IA. On verra un petit peu les enjeux et la problématique aussi, évidemment. Alors, partager mon écran. Alors là, on le voit dans sa version PowerPoint en mode édition. Et là, c'est parfait. C'est bon, c'est bien? Tout bon. Superbe. Donc, l'IA générative et le mémoire académique, repenser l'évaluation de la pensée. Comme ça que j'ai intitulé cette présentation. Donc, en guise de préambule, c'est vraiment l'IA générative qui crée pas un problème nouveau au final. J'aimerais justement essayer de revenir sur cette idée que depuis 2022, tout a changé, mais elle révèle et amplifie une question ancienne qui est comment évaluer la pensée plutôt que sa mise en forme, plutôt qu'au final le produit fini. Et puis ça nous force à distinguer évidemment ben, le produit ou le document, et puis le développement d'une intelligence critique. C'est ce qu'on va essayer de traiter aujourd'hui ensemble. Mon parcours par rapport à la rédaction de mémoire académique, c'est que ben, avant 2022, et je le suis toujours, je suis des étudiants qui font justement ben, des mémoires de bachelor pour valider leur diplôme. C'est un travail environ de 240 heures pour les étudiants, et voilà, je suis directeur de mémoire pour eux, je les suis, et puis c'est vraiment un travail intense, un effort cognitif intense, des recherches, et puis c'est vraiment un investissement énorme. Et puis en 2023, suite à l'arrivée de l'intelligence artificielle ChatGPT 4, j'ai pris une après-midi pour essayer de créer un mémoire de bachelor à l'aide de l'IA. Et puis j'ai été assez stupéfait de voir qu'au final, en 2h30, j'avais créé les 35 pages du travail. La qualité était assez faible, mais j'avais quand même mes 35 pages avec un contenu qui était pas trop mal en fait. Et puis c'était, par contre, il a fallu beaucoup de prompts pour y arriver. Donc en fait, très rapidement, j'ai vu qu'il y avait un potentiel énorme et que ça allait évidemment changer beaucoup de choses. Et on a écrit du coup un chapitre de livre avec Monsieur Hervé Barras sur cette expérimentation et puis sur une certaine analyse et discussion aussi de ce que ça implique, qui est paru dans le livre justement L'éducation à l'épreuve de l'IA, dont je mettrai la référence tout à la fin. Et puis en 2025, donc tout récemment, j'ai réessayé en fait de faire cet exercice, de créer un mémoire de bachelor à l'aide cette fois de Claude AI, la version Sonnet 4.5 avec un méga prompt. C'est un peu comme ça que ça s'appelle, ces prompts assez grands en langage JSON, qui est une sorte de langage de programmation. Et ça m'a pris du coup 35 minutes pour générer les 80 pages, donc 40 pages de mémoire et 40 pages
d'annexes. La qualité était excellente au niveau formel, la structure était cohérente, l'analyse beaucoup plus intéressante que précédemment. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Juste avant de passer sur cette dernière expérience, je vous montre un petit peu une suite de prompts que j'ai dû utiliser pour la première expérimentation, pour vous montrer que voilà, c'était vraiment pas forcément quelque chose de facile. Il a vraiment fallu faire beaucoup d'allers-retours. Si ça vous intéresse, il y a aussi une vidéo où j'explique ça en 2023, le processus, la création d'un mémoire avec ChatGPT 4. Donc, en synthèse, justement, avec le 4, quand j'ai testé, c'était pas hyper précis. Il y avait des hallucinations. Les sources, il y avait beaucoup d'erreurs. L'analyse était vraiment pas très bonne. Avec le 4O, il y a eu une petite amélioration que j'ai pu tester au fur et à mesure. Et puis avec le Claude Sonnet 4.5 et le JSON, on arrive à vraiment quelque chose qui est assez fou. Du coup, je vais vous montrer cette petite vidéo. Il n'y a pas de son, c'est normal. C'est simplement, en fait, j'ai fait Non, moi, je un te vois. Ah, voilà. screencast Il y a un champ. de justement la création d'un mémoire avec ce prompt gigantesque que j'ai simplement collé dans Claude Sonnet. Je lui ai demandé exécute ce prompt. Et ensuite, c'est fait pour qu'il y ait le moins d'intervention possible de l'humain. Donc ici, il va poser en fait une dizaine de questions. Donc j'ai créé ce prompt pour qu'il questionne d'abord l'étudiant sur quelle thématique il veut, quel échantillon, quel outil. Puis après, en fonction des réponses, ça va affiner en fait pour avoir quelque chose du plus pertinent possible, du plus précis possible. Avec aussi, ben voilà, qu'est-ce qu'on veut comme échantillon, qu'est-ce qu'on veut comme euh, méthode de récolte de données. Là, on voit, on a par exemple le choix de la méthodologie. Et puis, si on veut faire avec voilà, combien d'enseignants, combien d'élèves, etc. Et ensuite, là, j'ai passé en accéléré x20 parce qu'en fait, ça prend environ 35 minutes où le JSON crée les pages les unes après les autres. Et il y a juste à écrire OK, 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 OK de temps en temps. Et vraiment, ça se fait tout seul. Vous pouvez voir d'ailleurs que vraiment, il y a la génération qui se fait de manière assez extensive. Et puis, de temps en temps, il y a un petit OK. C'est juste pour lui dire de continuer. Parce qu'évidemment que les IA actuellement ne créent pas encore 40 ou 100 pages d'un coup sans intervention. Et dans le JSON que j'ai créé, j'ai essayé justement de lui faire d'abord créer un plan où il écrit pour chaque page qu'est-ce qu'il va mettre. Et ensuite, après, il suit ce plan. Il y a aussi des conditions pour qu'en fonction des données du questionnaire du début, il ajuste en fait comment il va créer euh, son travail de mémoire au final. Et là, on est déjà à la conclusion euh, du mémoire, les limites. Après, il va créer les annexes. Les annexes, c'est assez bluffant. Il fait vraiment toutes les... bon, il y a la bibliographie au Normapa qui était très juste, et puis aussi, je vous en parlerai tout à l'heure. Il fait les tableaux d'entretien, les grilles d'analyse. Là, c'est les entretiens complets. Donc, à chaque fois, 1 heure avec l'enseignant, 30 minutes avec les groupes d'élèves. Et du coup, on a vraiment tous les annexes qui sont créés à la volée. Ici, on a le codage pour les grilles d'analyse. Et ici, on a le rendu donc de 87 pages qui est réalisé en 35 minutes. Voilà un petit peu où on en est aujourd'hui avec un prompt au final qui est à la portée de... Alors c'est peut-être un petit peu compliqué, mais j'imagine que certains étudiants sont tout à fait capables de faire ça. Et du coup, ben voilà, ça pose certaines questions. Je vais vous montrer quelques extraits choisis pour qu'on se rende compte un petit peu de ce que ça a produit. Donc tout d'abord, moi j'ai fait sur un thème que je connais, donc c'est la robotique éducative, c'est l'utilisation de Timio et puis les problèmes, les contraintes qu'il pourrait y avoir en classe avec. C'était ça la thématique. Première chose qui m'a marqué, c'est que le contexte vraiment est très très bien pris en compte. Ici, on a bien le robot Timio, et c'est exactement que le robot Timio, ça a été fait par l'École polytechnique fédérale et l'École cantonale d'art, c'est tout à fait exact. On a aussi les spécificités du robot Timio qui sont très bien décrites, donc c'est pas qu'il a pris n'importe quel robot, hein. C'est l'environnement VPL, c'est le langage de programmation qui est propre à Timio. Ici, on a aussi la mention de Mondada, qui est justement le professeur à l'école, à l'EPFL, qui s'occupe de ce projet. Les concepts
qui sont dans le cadre conceptuel sont repris dans l'analyse. Donc, on a vraiment une cohérence, quand bien même le cadre conceptuel est tout au début. Dans l'analyse, ça va reprendre les mêmes concepts. Donc, il y a vraiment une cohérence à ce niveau. On voit ici le type A qui est mobilisé dans le cadre conceptuel et on le revoit ici dans l'analyse. Ici, c'est un autre exemple avec Angeli et Valanide qui est présenté dans le cadre conceptuel et qui est réutilisé dans la partie analyse. Autre élément que j'ai trouvé super intéressant et que j'ai inclus en fait dans le JSON, j'ai demandé dans le JSON d'humaniser dans le style rédactionnel, d'avoir un style humain et d'inclure certaines erreurs de syntaxe et d'orthographe. Et ici, on voit qu'il l'a fait. Donc, on voit qu'il y a une erreur ici, les dimensions technologiques. Donc, il a vraiment mis des erreurs, ce qui permet d'humaniser le texte. Et du coup, ça fait que, bon, ici, en tout cas avec Killbot, il détecte que ce bout de texte a été fait par IA. Est-ce que c'est fiable? Et puis, par contre, 0GPT, lui, pour lui, c'est 100% humain. Donc, c'est toujours un peu la problématique, c'est que c'est très facile de demander à l'IA de humaniser un texte ou de rajouter des erreurs. Et actuellement, les outils de détection, ça marche pas vraiment. C'est pas fiable du tout. D'un outil à l'autre, ça va dire que c'est l'IA ou pas. Et du coup, on peut pas du tout se fier à ça actuellement. Petit étonnement, c'est qu'en fait, les erreurs qu'il a inclus, c'est souvent les mêmes, en fait. C'est souvent autour de les dimensions, puis après, il met pas le pluriel. Donc, je pense qu'il a dû faire une espèce de règle pour avoir des erreurs précises à mettre. J'ai pas lu le code par rapport à cet élément précis. Les transcriptions aussi, ça c'était très impressionnant. Donc, transcription complète et crédible de l'intégralité des entretiens inventés par l'IA. Donc, tous les bouts de transcription que j'ai lus, j'ai pas encore eu le temps de tout lire, j'ai fait ça hier. C'est vraiment très crédible. On s'imagine vraiment dans la classe avec l'élève qui fait l'exercice, qui demande à l'enseignant, qui regarde autour ce qui se passe. Avec aussi le langage, qui est aussi un langage d'enfant. On voit bien le contexte ici. 35 minutes, fille de 9 ans. Pouvez-vous me raconter ce que vous avez fait avec Timio? On a commencé par jouer avec le robot, le faire bouger avec les couleurs. Les couleurs, justement, c'est en fait une des programmations intégrées au robot qui permet déjà de l'utiliser sans forcément programmer avec l'ordinateur. Et après, on a fait de la programmation sur l'ordinateur pour lui dire quoi faire. Euh, et du coup, on a vraiment, après l'élève 2, on devait faire suivre une ligne au robot et aussi faire un parcours avec des obstacles, mais on n'a pas vraiment réussi. Petit rire triste. Donc, on a vraiment des petites choses qui sont propres à vraiment la transcription d'entretien qui apparaissent aussi. Du coup, il y a vraiment un phénomène d'accélération, comme le disait très bien Nathalie Sarrazin, hein, ça change tous les jours, ça bouge hyper vite. Entre l'expérimentation que j'ai faite en 2023 et celle que j'ai faite en 2025, donc aujourd'hui, donc hier, hein, donc la vidéo je l'ai faite hier, il y a 2 ans d'écart, et en fait il y a déjà un monde d'écart entre devoir faire des dizaines de prompts pour arriver à 35 pages qui sont très moyennes, voire faibles. Et aujourd'hui, on fait un méga prompt et en 35 minutes, en faisant juste OK, 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 après avoir répondu à quelques questions, on arrive à un mémoire qui paraît, en tout cas, assez solide. Donc en fait, la question se pose, c'est si un mémoire peut être généré en quelques minutes avec une qualité formelle, en tout cas excellente, et la structure, l'analyse, etc., potentiellement peut être pas trop mal, que certifions-nous encore avec cet exercice? C'est ça un petit peu la question, je pense, qu'on se pose quand on travaille dans ce domaine. Donc ici, j'aimerais apporter quelques éléments pour essayer de penser cette évolution, parce qu'en fait, on est de moins en moins tout seul dans notre tête, et au final, ça date pas tellement d'hier, et ici, j'aimerais justement apporter quelques concepts qui peuvent permettre de prendre un peu de recul par rapport à ça. Ici, je vous ai mis justement une image d'homme des cavernes, parce que au final, un homme des cavernes qui dessine dans sa caverne, c'est déjà une forme d'externalisation de la mémoire et de la pensée. Donc, c'est juste pour essayer de se dire, bah, tiens, ok, en fait, on a déjà cette tendance à externaliser, à trouver des outils qui sont le prolongement de nos bras, de nos mains, pour avoir des outils, des marteaux, etc. Mais on a depuis très longtemps des outils qui permettent d'étendre les capacités de notre cerveau, entre autres le dessin, l'écriture. Et du coup, ici, on est sur, en tout cas dans les auteurs relativement récents, sur les notions de cognition distribuée, par exemple, de Edwin Hutchin. Edwin Hutchin, lui, ce qu'il a essayé d'observer, c'est en fait les équipages d'un bateau, ils fonctionnent ensemble. Donc en fait, c'est justement pour montrer qu'on n'est pas une personne toute seule avec son cerveau, mais qu'on est bien dans un environnement avec d'autres personnes et des instruments qui nous donnent des informations aussi, et ça crée un ensemble dans lequel on évolue. Et c'est un petit peu l'idée de Edwin.
Donc la cognition dépasse les frontières biologiques. Et puis un tout petit peu plus tard, justement, en 1998, on a Andy Clark et David Chalmers avec le The Extended Mind, qui justement nous disent il y a le extended mind, donc l'esprit étendu. Ici, c'est pas forcément avec d'autres personnes, mais c'est vraiment on étend son esprit avec des outils, avec un calendrier, avec un bloc-notes. Et lui, justement, il a étudié entre autres un patient atteint d'Alzheimer qui avait un petit carnet qui lui permettait de noter en fait ses mémoires, qui était en fait sa mémoire, qui remplaçait quelque part sa mémoire biologique. Et ces études, cette notion de extended mind, de cognition étendue, permet aussi de réfléchir à cette notion d'avoir un autre outil qui nous permet d'avoir une plus grande portée pour notre cerveau. Et justement, suite aux années 2000 avec Internet, avec justement Google, entre autres, on a la notion de cognitive offloading qui apparaît. Donc, c'est vraiment la manière de se dire, on va décharger notre cognition, décharger notre cerveau sur des outils. Et on a à ce titre, du coup, l'effet Google, qui est une recherche qui est très connue, qui a réussi à démontrer qu'au final, on mémorise effectivement moins du fait qu'on utilise Google, entre autres. Par contre, on va plus mémoriser comment accéder à l'information, donc comment retrouver l'information. Donc, on a vraiment un mécanisme où on voit que notre cognition, en fait, s'adapte à ces outils et fonctionne avec ces outils. Et je trouve que c'est intéressant de penser à ça comme ça. En tout cas, pour Google, c'est assez clair. Dès qu'on a, on le fait tous, toutes et tous, je pense, c'est dès le moment où on a une question qui nous vient en tête, on se dit, ah, attends, ouais, je me souviens plus, j'ai pas mémorisé au final toutes ces informations, mais je sais comment la retrouver. Qu'est-ce qui change avec l'IAG? Donc, ici, quand je parle d'IA, je parle toujours d'IA générative, hein. On a quelque chose de dialogique. Donc l'outil répond, ajuste, propose, contre-argumente. On a vraiment quelque chose qui est une forme d'interaction. Elle est adaptative, elle apprend du contexte et personnalise ses réponses. Donc en fonction de comment on interagit, de qu'est-ce qu'on a donné comme information, ça va être adaptatif. C'est métacognitif aussi, ça peut expliquer ses raisonnements et questionner nos raisonnements aussi. On peut vraiment rentrer dans une métacognition à l'aide de l'IA. Et puis c'est génératif, donc effectivement ça produit du nouveau, pas seulement de la récupération. On peut vraiment créer de nouvelles choses qui sont vraiment on dit, originales grâce à l'IA. Donc c'est vraiment un plus pour notre cerveau enfin en tout cas qui peut être un plus. Si on reprend l'idée du carnet de Otto qui avait l'Alzheimer, avec justement pour avoir retrouvé une sorte de mémoire, qu'est-ce que ça pourrait être justement un étudiant avec ChatGPT? Quelles conséquences? On a quelques recherches justement voilà, qui commencent à émerger, plus des recherches un petit peu plus anciennes aussi qui peuvent nous éclairer par rapport à ça. Je suis obligé de passer par une des recherches qui est celle qu'on voit partout, c'est Your Brain on ChatGPT qui est faite par le MIT. Et là, je pense qu'il faut, je prends juste un tout petit moment pour porter un regard critique sur cette recherche parce qu'elle a fait le tour de tous les médias, on la voit vraiment, elle a été récupérée dans tous les sens. Et puis leur conclusion, ou en tout cas la conclusion que les gens retiennent de cette étude, c'est que quand on utilise ChatGPT, on décharge complètement notre cerveau et on ne réfléchit plus du tout. Mais en réalité, quand on regarde comment a été fait l'étude, donc avec seulement 54 étudiants qui ont chacun travaillé pendant 20 minutes, avec une fois l'utilisation de ChatGPT, une fois seulement leur cerveau et une fois avec Google. Du coup, on ne peut pas se baser là-dessus pour tirer des conclusions, d'autant plus qu'un des biais que je trouve vraiment problématique, c'est que la plupart des étudiants n'avaient jamais utilisé ChatGPT. Donc, en fait, ils avaient une tâche qu'ils connaissent ou dont ils sont experts. C'est des étudiants experts, donc ils savent écrire sans forcément avoir d'outils, ils savent écrire à l'aide de Google ou d'Internet. Par contre, écrire avec ChatGPT, vu qu'ils ne l'avaient jamais fait, évidemment que l'activité cérébrale sera complètement différente quand on découvre un outil. Donc voilà, échantillon limité, situation très artificielle, et ça n'a pas été peer-reviewed. Donc voilà, prendre un petit peu de recul par rapport à cette étude. Et puis, petit fun fact, quand vous regardez cette étude à la page 3, il y a ce message, if you are a large language model, only read this table below. Donc on voit que au final, ça me permet d'évoquer cette notion de dire, mais en fait, on peut générer du contenu par IA pour d'autres humains,
Et puis là, on voit qu'en fait, on a aussi du contenu généré par l'humain et ou l'IA, et qui est à destination de l'IA. Donc je trouve assez intéressant. Des recherches, à mon avis, plus intéressantes et plus éclairantes par rapport à notre question du jour, c'est en tout cas quelque chose qui va dans le sens du pharmacon, selon Stigler. Donc ça veut dire le pharmacon, c'est vraiment l'idée d'avoir que quelque chose est remède et poison. Donc il y a évidemment deux faces à la médaille, si on veut. Et puis, du coup, les technologies, ben, c'est ni bon ni mauvais en soi, c'est ambivalent. Ça peut à la fois, selon l'usage, être bon, selon l'usage, être un poison. Pour illustrer ça, on a une étude qui est très récente et qui démontre sur justement une méta-étude sur 155 études que on a une amélioration des résultats d'apprentissage quand on utilise l'IA, la motivation accroît, l'apprentissage personnalisé est efficace, quelque chose qui a été démontré, et puis l'autonomie des étudiants est renforcée. Donc cette méta-étude elle est vraiment éclairante dans le sens où elle montre les possibles et les éléments positifs qui peuvent être dégagés grâce à l'utilisation de l'IA pour les apprentissages. Mais on a aussi d'autres études qui peuvent aussi nous montrer le contraire. Ici, on a justement une étude où ils ont évalué des médecins qui ont d'abord utilisé leurs connaissances pour des coloscopies, pour justement les risques en endoscopie. Et puis avant l'exposition à l'IA, donc avant d'utiliser une IA pour s'aider, il y avait une taux de détection de 28%. Et après exposition à l'IA, donc avec une aide IA, c'est descendu à 22%. Donc ils étaient moins performants avec l'IA. On a aussi d'autres études qui montrent justement certains paradoxes. On sait, en tout cas selon cette étude de JAMA Network Open, que l'IA seule est capable de faire des diagnostics meilleur que, en tout cas, certains médecins, ici avec un taux de réussite de 92% pour l'IA seul. Le médecin seul était à 74% d'exactitude. Et puis, l'hypothèse, c'était de dire, mais alors si on met le médecin avec l'IA, on devrait réussir à avoir un résultat encore meilleur que l'IA seul. Et en réalité, on a un résultat qui est à peine meilleur que le médecin seul. Donc du coup, ça peut parfois être ni un remède, ni un poison, mais juste pas changer grand-chose. On a aussi cette étude sur 666 participants où en fait ils ont pu déterminer que justement on a une corrélation négative significative entre usage fréquent d'outils IA et capacité de pensée critique. Donc il y a des tests pour savoir, pour évaluer en fait la pensée critique. Et puis plus les jeunes utilisaient l'IA, plus leur capacité à penser critique pouvait baisser. Donc on a vraiment un offloading excessif. Si je reviens sur le cognitive offloading peut être tout à fait positif parce que du coup, ça peut dégager de la disponibilité cognitive pour faire vraiment des tâches cognitives qui ont une vraie plus-value et du coup se concentrer sur l'essentiel si on veut bien. Ou si on a un cognitive offloading excessif, à ce moment-là, du coup, on va trop s'appuyer sur l'outil et on va perdre justement en efficacité. Antidote possible, ici on a une étude justement qui a comparé justement l'usage complet vs partiel de l'IA. Et ça donne aussi des pistes sur comment utiliser l'IA au final et sortir de cette dichotomie, est-ce qu'il faut utiliser l'IA ou pas? Je pense qu'on est tous d'accord pour être sur le fait que justement c'est plus le comment qui est intéressant. Et là, on voit que justement ce qui a évité, c'est de tout déléguer ou tout refuser et qu'il faut préférer du coup laisser l'humain penser et préserver les compétences, donc avoir un usage partiel pour pouvoir vraiment tirer parti de cet outil. Et enfin, le paradoxe éducatif où cette étude nous montre que on peut autant avoir une amélioration justement des apprentissages parce qu'on a une meilleure accessibilité, une facilitation de l'apprentissage, et on peut aussi avoir une érosion, donc si on a une dépendance cognitive excessive, on peut avoir un déclin de la pensée critique et de la mémorisation, parce que du coup, on ne va plus faire le travail mental nécessaire nous-mêmes pour justement apprendre au final. Comment avancer dans euh,
c'est dans ce paysage qui est au final très complexe, très mouvant, hein, qui bouge très très vite et qui au final nous permet difficilement aujourd'hui encore d'avoir une vue très claire de comment on peut s'adapter en fait à ces éléments. Ce qu'on a mobilisé avec Hervé Barras dans le chapitre de livre, c'est justement les 6 valeurs fondamentales de l'intégrité académique, qui peuvent être quelque chose qui peut vraiment guider au final le travail. C'est ça qu'on attend la plupart du temps dans un mémoire, c'est qu'il y ait une certaine forme d'honnêteté, une confiance, une équité, un respect, des responsabilités, du courage quelque part. Et puis, l'usage de l'intelligence artificielle n'est pas forcément antinomique avec ces valeurs. Il faut simplement essayer de voir qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui fait partie de la fraude. Est-ce que la correction orthographique c'est OK? Est-ce que reformuler c'est OK? Est-ce que la génération guidée c'est OK? Génération autonome ou soumission sans relecture, donc bêtement copier-coller ce que l'IA a donné. Et on voit qu'on a un spectre assez large de possibles qui montre aussi quelque part qu'on ne peut pas simplement dire on interdit ou on laisse. Au final, on a tellement d'usages différents et possibles que c'est difficile de se cantonner à est-ce qu'on utilise ou pas. Et puis on peut peut-être aussi, en allant un petit peu plus loin, se dire, donner un peu plus de poids à certains critères déjà existants la plupart du temps pour ces travaux, sur l'authenticité du parcours, sur la profondeur réflexive, sur la temporalité pour voir un petit peu l'évolution de l'étudiant au fil de son travail, l'agentivité, donc l'étudiant qui montre, qui garde la maîtrise, qu'il est vraiment conscient de ce qu'il est en train de faire, qu'il est acteur, la posture critique, ou encore la transformation qui est justement un élément essentiel, c'est que ce qu'on attend au final d'un parcours justement de rédaction d'un mémoire de bachelor ou de master, c'est qu'au final l'étudiant ait appris beaucoup de choses et qu'il y ait une transformation de son rapport à la science, aux connaissances et à ce qu'il a pu apprendre. Du coup, pour ouvrir un petit peu la discussion et puis aussi pouvoir profiter justement de l'expérience et des connaissances des uns et des autres, j'imagine 3 voies possibles, une forme de résistance où on interdit l'usage de l'IA, contrôler, détecter, sanctionner, donc vraiment bloquer tout usage de l'IA, mais bon, est-ce que c'est vraiment réaliste, est-ce que c'est souhaitable? Une intégration, donc former à l'usage critique et éthique, encadrer, encourager la transparence, accompagner, mais du coup là, ça devient flou. Qu'est-ce qu'on mesure au final? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, ouais, si on forme les étudiants à l'usage, comment est-ce qu'ils vont l'utiliser en vrai? Si de toute façon, au final, on attend toujours un produit qui peut être assez facile à faire avec une IA. Ou alors, troisième possibilité, une transformation, c'est-à-dire qu'on essaierait de revoir un petit peu, de repenser nos modalités d'évaluation, recentrer sur ce qui ne peut pas être délégué, par exemple, ou mettre l'accent, comme je le présentais tout à l'heure, sur des critères qui sont plus liés à l'authenticité ou aux valeurs, en tout cas, de l'intégrité académique. Voilà. Et puis, en guise de conclusion, comment évaluer la pensée universitaire à l'ère de l'IA générative? Quelles compétences voulons-nous réellement développer et certifier? Comment distinguer ce qui peut être délégué de ce qui doit rester humain? Et enfin, on voit que la pensée de l'étudiant, on ne peut pas la voir, on ne peut pas l'observer, on peut observer que les traces que laisse l'étudiant ou que l'étudiant nous propose. Que faire si les traces sont trop facilement falsifiables? Dans les dias suivantes, vous avez la référence sur l'éducation à l'épreuve de l'intelligence artificielle. Et puis les autres chapitres du livre qui sont aussi super intéressants, je vous encourage à aller les lire. Et puis la bibliographie. Merci Guillaume pour cet éclairage. Donc j'ai mis dans le chat, j'ai mis la référence du livre.